Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité à communiquer lors de ce séminaire. Je vais vous parler à la fois de pratiques funéraires et de rites de passage au Gabon. Je vais lisser deux thèmes puisque sur mon terrain, funérailles et rites de passage sont intimement liés. Je montrerai comment pendant ces événements, certains individus sont appelés à agir différemment des autres, qu'on retrouve notamment les mêmes personnes au même rôle pour les deux rites et j'expliquerai pourquoi. Pourquoi ils ont été choisis, pourquoi ces critères sont pertinents. Pour ce faire, je vous introduirai d'abord le contexte, le Gabon, où ça se situe, quelle population, etc. Dans une première partie, je vous présenterai la conduite de funérailles au Gabon, un déroulé typique, ainsi que le Niembé, en deuxième partie, un rite de passage à visée éducative de filles qui les transforme en femmes à part entière. Dans un second temps, je lirai les deux au travers de personnages, d'individus, dont les statuts sont aussi pertinents dans l'un que l'autre rituel. On parle de quelques personnes. Pendant les funérailles, ils dansent, ils blaguent, ils raillent, ils sont bruyants, ils sortent des blagues salaces et personne ne se vexe. Pendant le Niembé, ayant lieu à la fin de cérémonie funéraire, ils sont aux commandes du rythme de la cérémonie. D'un simple mouvement de pied chorégraphié, ils signalent aux joueurs l'arrêt des tambours. En fait, je vous imite un peu les pas avec les bras. Ça fait touloum, 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 touloum. Et c'est ce mouvement de pied-là qui arrête les musiciens. Donc, ils portent des signes spéciaux, ce sont les parents à plaisanterie. Au Gabon, ces plaisanteries ont lieu entre grands-parents et petits-enfants, et par extension, aux grands-parents et petits-enfants classificatoires. Pas de panique, je vous expliquerai tout ça dans le cœur de mon exposé. Donc, une rapide introduction, je vais essayer de ne pas faire trop de redites par rapport à la semaine dernière, et je vais vous donner d'autres détails qui sont pertinents pour mon propre exposé. Donc, le Gabon est ici sur l'équateur, dans le bassin du Congo. Comme dit la semaine dernière, son territoire fait environ la moitié de celui de la France métropolitaine pour une population avoisinant les 2 millions d'habitants. Donc, la moitié de la population du pays vit à Libreville, sa capitale, donc ça fait environ 1 million d'habitants pour tout le reste du pays. Donc, une densité de population plutôt faible. Les populations du Gabon, au nombre d'une soixantaine, sont bantous. C'est une catégorie linguistique. Ils sont dits venir originairement des terres des Grasslands du Cameroun, d'où une partie de la population proto-bantou aurait entamé il y a 4000 ans une migration vers le sud et l'est. Je fais ça très rapidement. C'est là que des archéologues ont trouvé plusieurs foyers d'invention indépendants de la métallurgie et on trouve encore aujourd'hui dans les rituels de grandes fonctions symboliques et d'autorité d'enclume, de cloches en métal par exemple. Donc les proto-bantous continuent leur migration vers l'est et le sud. Au 5e siècle, ils sont vers les grands lacs, le Kenya et la Tanzanie pour ceux partis vers l'est. Ceux partis vers le sud continuent leur petit bout de chemin pour se stabiliser 5 siècles plus tard, au 9e siècle, dans le bassin du Congo. Ils trouvent sur place des populations pygmées, c'est ce que disent nombre de mythes, de traditions orales. Et c'est aussi corroboré par l'archéologie. Les Portugais arrivent en 1472, mais s'installent sur Sao Tomé, une île avoisinante. Donc Sao Tomé, c'est ici, exactement. Ils font commerce avec les populations du littoral pour des ressources telles que le bois, le caoutchouc ou l'ivoire, contre des machettes, des haches, du sel, des bouteilles vides, etc. Mais ce sont les Français qui, au XVIIIe, explorent en premier l'intérieur du pays. On a des cartes époustouflantes de Savorgnan-Brazza à la BNF, par exemple. Le Gabon devient colonie française et obtient son indépendance en 1960. La langue officielle est le français du Gabon. Les villages sont tout d'abord des regroupements de familles d'un même groupe ethno-linguistique. Par exemple, on a un village de Fan, un village de Michogo, un village de Massango, Pounou, Pouvi, etc., etc. Mais une politique de regroupement de villages le long des routes débutée par la France, puis continuée après l'indépendance par l'État gabonais, a fini de créer des villages aux populations multiples et variées. Ce regroupement a été fait pour des projets de recensement, d'accès facilité aux infrastructures de soins et pour monter les impôts. Alors, les différentes populations du Gabon qui vivent hors des villes, avec lesquelles moi j'ai travaillé, sont majoritairement sédentaires et agriculteurs surbrûlés. Vous voyez ici une plantation en cours d'abattage pour l'année d'après. Ils vivent de leur plantation tout au long de l'année. En effet, le Gabon est recouvert en grande majorité par une forêt
à feuilles persistantes, le climat étant équatorial, chaud et humide, avec une alternance de saisons sèches et humides. Les écarts de température entre les saisons sont relativement faibles. On a entre 18 et 36 degrés tout au long de l'année, mais ça, ce sont les extrêmes. Culture de la banane plantain, manioc, taro, arachide, aubergines amères, bananes douces, maïs, etc., etc. Ils vivent également du produit de la chasse, du piégeage, de la pêche et de l'artisanat qu'ils vendent au bord de la nationale qui traverse les villages pour se faire un peu d'argent. Il faut dire que la forêt pourvoit à la majorité de leurs besoins premiers. Déjà, elle est relativement bien conservée. Elle recouvre 82% du pays, ce qui est énorme. 37% est encore totalement primaire. Elle abrite l'une des biodiversités les plus grandes de la planète, plus de 10 000 espèces de plantes, plusieurs centaines d'espèces d'arbres, du bois très rare, très précieux comme l'ébène, abrite de nombreuses espèces plus ou moins rares ou endémiques, oui, comme les éléphants de forêt, les gorilles, les chimpanzés, pangolins géants, hippos, panthères, pythons, et j'en passe. Donc, en fait, pour vous illustrer ça, dans un seul kilomètre carré, on trouve plus d'espèces de plantes, arbres et animaux que dans toute l'Europe. J'en parle parce que la faune et la flore font partie intégrante du quotidien des villageois que j'ai côtoyés. Alors, je vous mets ici différents produits de la sylve qu'ils utilisent. Ici, c'est une... Pardon, je vais pointer ça sur... Oui. Donc ici, on a une espèce de chenille très spécifique qu'ils utilisent pour soigner leurs enfants. Ici, c'est un... Oui, c'est un colopère, oui. Un bicrostyle. Oui. Dans les doigts d'une enseignante. Avec lesquels, oui, voilà, avec lesquels jouent les enfants. Et ici, on a... Non, c'est pas un ficelle. Oui, en fait, ils accrochent une ficelle à ses pattes, ils le secouent, et le coléoptère essaye de s'envoler, et les enfants jouent avec ça. Et ici, des lianes pour, en fait, faire de la vannerie. Donc, j'ajoute à cela les produits manufacturés vendus en boutique, riz, huile, poulet, conserves, pétrole pour les lampes, etc. Les populations du Gabon sont à majorité matrilinéaires, c'est-à-dire que le lignage d'un individu, son appartenance lignagère est transmise par la mère. C'est le cas pour les populations avec lesquelles j'ai principalement travaillé, Pounou, Pouvi, Massango, ce sont des populations dans lesquelles la place de l'oncle maternel est prépondérante. C'est une figure d'autorité dans une société fortement hiérarchisée. En ce qui concerne les alliances, une exogamie de lignage est obligatoire. On ne se marie pas, on n'a pas de relation sexuelle avec quelqu'un de son même lignage. Classificatoirement, vous êtes frères et sœurs, c'est impensable. Vous descendez d'un ancêtre mythique commun, vraiment impensable. Il y a également des formes d'alliances privilégiées basées sur le lignage. Encore une fois, ces alliances privilégiées sont à la source des relations à plaisanterie au Gabon. Ces populations sont virilocales. Virilocale, donc une femme s'installe dans la maisonnée de son conjoint ou mari. La polygamie est de cours. Elle est un signe de richesse pour l'homme qui peut subvenir aux besoins d'une grande maisonnée. Et c'est aussi une grande force de travail. Oh, il n'y a pas de limite. Non. C'est en fonction de la richesse. Alors, en ce qui concerne les pratiques religieuses, que je lirai plus tard dans mon exposé aux pratiques funéraires, on trouve au Gabon de très nombreuses pratiques animistes. Ici, vous avez le temple d'une mère initiatrice Mabundi. Il vénère un dieu unique qui est Nzambé. Vous avez dit Mabundi? Oui, c'est c'est un exemple. Il vénère un dieu unique qui est Nzambé et honore esprit et génie, ancêtres, qui peuplent les rivières, forêts, cimetières, etc. Il existe de nombreuses sociétés initiatiques à ce but, et chacune a son génie avec lequel elle interagit. Ces pratiques ne sont pas incompatibles avec les religions arrivées plus récemment au Gabon. On compte 75% de catholiques et 20% de protestants et des musulmans. De base, de toute façon, ils sont monothéistes. Donc, l'appartenance à des sociétés initiatiques. Voilà, ça déconne. L'appartenance à des sociétés initiatiques n'empêche de toute façon pas une personne de se déclarer catholique et d'aller à l'église tous les dimanches, par exemple. La dame chez qui je logeais, qui était mère initiatrice dans 4 différentes sociétés initiatiques, qui conduisait
chaque week-end des cérémonies de ce type, prier de toute façon Dieu de façon très pieuse. C'est absolument pas incompatible. Donc, il en existe beaucoup des sociétés initiatiques, pour certaines encore non répertoriées, non étudiées, de différents types, à buts différents. Donc, depuis tout à l'heure, je vous en passe des différentes. Où les instruments diffèrent, où les tenues diffèrent également, comme vous pouvez le voir. Leur origine historique, géographique diffère, ainsi que leur danse, leur chant, les langues dans lesquelles c'est tenu, ça n'a rien à voir. Tous ces éléments sont discriminants et il suffit d'un simple coup d'œil à quelqu'un qui est un peu connaisseur pour savoir à quelle société on a affaire. Ah, tel utilise tel hocher, tel l'arc musical, tel porte telle tenue qui arrive à la cheville, et pas au tibia. Donc, on est en présence de tel ou bien de tel ou bien de tel. Alors, je vous en passe quelques-unes. Là, c'est un temple. Oui. Donc ici, c'est un temple. Mabamji. Oui, Mabamji Mbumba. Donc en fait, c'est un génie. Ce sont deux génies de possession qui sont liés. Et en fait, un même maître. Je ne suis pas encore au bout, mais. Ah oui, je me prépare. C'est un même maître qui va initier successivement quelqu'un qui a un certain type de maladie, qui les identifie comme étant dû à tel génie qui embête le malade. Et donc, en l'initiant, en le faisant rencontrer de par ses visions son génie, il pourra savoir ce qu'il lui veut et pouvoir nouer de bonnes relations avec lui pour qu'il arrête de l'embêter et en plus obtenir ses faveurs. Ici, on a un druideur spécifique également aux sociétés de possession. Vous ne trouverez pas ça enfin moi en tout cas je n'en ai jamais vu, dans les sociétés liées au wiki par exemple. Ici, on a une cloche en métal à manche coudée, battant interne, spécifique au génie Mwiri. Normalement, oui, on va dire ça, assimilée aux hommes, intouchable par une femme, sauf si elle est mère de jumeaux. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Et ici, à droite, un tambour à peau tendue par les cordes. Ici, on a un temple éphémère. Il avait été fait à l'occasion d'un retrait de deuil. Donc, en fait, ils avaient besoin d'un temple. Ils en ont fait un en 2 jours. Temple Elombo, donc c'est ce que la guirlande que vous voyez à l'entrée là est typique des Elombo. Alors, c'est quoi les Elombo? C'est aussi une société de possession par un génie. Donc voici le même temple la nuit. Vous voyez que leurs initiés sur l'écran. Oui, pardon. Les initiés ont des tenues qui arrivent jusqu'en bas des chevilles. Et en fait, ce sont des ensembles haut, bas, en une seule pièce. Contrairement à ce qu'on peut voir chez d'autres sociétés. Donc, comme je vous ai dit, tous ces éléments sont discriminants. Ça participe à l'identification de la société à laquelle on est en présence. Et voici 2 jours. Donc, vous voyez ici. Et ici, un homme, puisque ces sociétés sont mixtes, qui porte un raffia. Il n'y a pas de raffia dans... Le raffia, c'est une plante? Oui. Oui. Très légère, c'est ça? Oui. Qui est utilisée pour faire des cordages. C'est juste pour accentuer les hanches. Pour que pendant la danse... Enfin, pas juste, mais c'est principalement ça. Oui, je peux encore avancer. Donc ici, vous êtes en présence de filles du Niembé. C'est la société sur laquelle je vais revenir dans la prochaine partie. Donc, le Niembé, rite de passage de filles au statut de femmes à part entière. Voici leur tenue. Des jupes en feuilles de bananier, plantain. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et ici, une cérémonie de Bouitifan. Donc ici, pour l'occasion, ils avaient sorti, en fait, pour l'occasion d'un lavage de sitar, qui est leur instrument sacré, ils avaient fait sortir des esprits qu'ils avaient invités à manger à table. Et donc ici, vous voyez un esprit, ici un deuxième, ici un troisième, leur visage est caché. Et des initiés, donc celui-là en rouge, elle en blanc, et celle-là en rouge, les servent.
Donc vous voyez la diversité des pratiques rituelles. Les Fang, c'est un autre groupe ethnique. Oui. Ils font les beaux masques. Oh. Ils en font aussi. Ils en font aussi. Oui. Et leur Witi est plus métissé. Oui, il est très syncrétique. Avec la religion oui. chrétienne. Comme vous l'avez peut-être remarqué, alors je reviens. Ici, au fond de leur temple, oui. C'est la Seine. Ah, d'accord. Ah, ça c'est Fang. Oui. Ok. Oui, c'est dans la oui, temple Fang, d'accord. Excusez-moi. J'avais pas vu. Donc, vous voyez leur instrument, la harpe sitar, et derrière la Seine. Oui, c'est ce que vous disiez la semaine. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je vais passer à la conduite de funérailles en elle-même. Donc, quand il y a un décès, comment ça se passe? De nos jours, lorsqu'un décès a lieu, le défunt est entouré de sa famille jusqu'à ce que la morgue passe chercher le corps. Ce sont eux, aujourd'hui, qui se chargent de le laver et de l'habiller. Auparavant, apparemment, les initiés, hommes ou femmes, en fonction du sexe du défunt, s'en chargeaient. On en a quelques traces dans les archives, ainsi que des traces d'autopsie rituelle réalisées dans le cas où le décès était jugé un peu louche. Donc, arrivé à la morgue, la famille s'organise. Parents paternels comme maternels, belle famille, tout le monde est mis à contribution afin de réunir l'argent nécessaire à la conduite des cérémonies. Il faut se rendre compte que les funérailles coûtent très cher au Gabon. Toute personne qui connaissait le défunt se doit de venir présenter ses condoléances. À cette personne qui vient se présenter, on lui sert à boire et à manger. Donc, pour ce faire, la famille rassemble tout l'argent qu'ils peuvent pour acheter la nourriture qui servira à nourrir jusqu'à 200-300 personnes en fonction du statut du défunt. Pension de retraite, dons, tontines, ils s'organisent, ils créent même ce qu'ils appellent des associations, en fait des réseaux d'entraide sous forme d'argent ou de dons d'objets. Donc toutes les femmes d'un même temps de route, par exemple, vont aller, quand telle a un décès, porter des paniers de bois, parce que le feu est au feu la cuisine est au feu de bois, des paniers de bois, des kilos de sucre, tout, parce qu'elles savent que elles-mêmes, quand elles auront un décès, on leur rendra l'appareil. Et il faut dire que les parentèles sont tellement élargies que les nouvelles d'un décès sont légion. Moi, en un an, j'ai vécu une quinzaine de décès, alors qu'on ne peut pas vraiment dire que j'ai une parentèle très élargie au Gabon, quoi. Donc, eux-mêmes vous diront, les décès, c'est ça qui nous rend pauvres. Parce que dès que tu arrives à mettre 10 000 de côté, donc 10 000 francs CFA, c'est 15 €. Bon, on va dire que village, on peut acheter de quoi manger une semaine avec ça. Donc, dès que tu arrives à mettre 10 000 francs de côté, on t'appelle pour te dire que j'ai eu un décès. Et donc, tu ne peux pas refuser sa part. Parce que de toute façon, ils disent eux-mêmes, ce sont des gens qui t'aident lorsque tu as un décès. Tu ne peux pas leur refuser. Donc, jusqu'au jour de la sortie du corps, depuis la morgue, hommes et femmes se séparent chacun de leur côté. Les femmes parentes du défunt dorment ensemble dans le salon jusqu'à l'enterrement, accompagnées donc de femmes du village venues les rejoindre. Dans ces cas-là, la maison est débarrassée de ses meubles, on prête des matelas, des nattes, des morceaux de tissu, on installe tout ça au sol, on dort ensemble. Et c'est difficile, non seulement c'est exigu, parce qu'il n'est pas rare d'être à 20, 30 femmes dans un salon en train de dormir, donc serré, mais les journées sont remplies du matin au soir et du soir au matin par les tâches domestiques, sauf pour les veuves, il est interdit pour une veuve de travail. Donc il n'y a pas l'électricité, pas l'eau courante, pas moyen de conserver la nourriture qui est préparée, donc chaque jour il faut préparer encore et encore. Oui. Le diapo, oui, ça va. Donc dans des quantités astronomiques. On cuisine au feu de bois, donc il faut puiser des mètres cubes et des mètres cubes d'eau au seau depuis le puits qui est à perpète pour faire tout ça. Donc c'est vraiment une organisation, une logistique militaire. Contre 2 repas par jour habituellement, il faut que les veuves mangent 3 fois par jour. Donc ça encore, il faut encore ajouter. Et avoir des collations la nuit. Donc le café, parce que la nuit c'est nuit blanche.
parce que la nuit, il y a ambiance. Il faut redonner le moral aux endeuillés en racontant des blagues, en racontant des souvenirs du défunt, en se moquant de lui, de ses petites habitudes, de ses petits traits de caractère. Donc c'est vraiment éreintant, même pour eux qui sont habitués à ce mode de vie. Et de toute façon, à la fin de l'enterrement, vous voyez que tout le monde s'écroule et dort pendant 2 jours. Donc là, la nuit, vous voyez des filles, des femmes, dans le salon. Après, les hommes, ils font leur vie avec les autres parents des autres maisonnés, donc qui sans discontinuer vont faire un vacarme monstre, quoi. Si les relations à plaisanterie sont quotidiennes au Gabon, insultes en guise de salutation, provocation, des récits de victoire abracadabrant, de retour de brousse, j'ai affronté une bête féroce de 3 mètres de haut, c'est pas ce que j'ai affronté, voilà, donc ici, ces plaisanteries sont d'un tout autre niveau, dans un contexte pesant de tristesse et de deuil. Entre danse collée serrée, rire aux éclats, blagues salaces, chants plus ou moins paillards, chants de rites initiatiques auxquels l'assistance est pour beaucoup initiée, ça fait aussi appel à la nostalgie de leur jeunesse, en fait. Et pour celles qui se démarquent en humour, il est coutume de leur donner 100 francs symboliques afin de les honorer. Je me souviens de l'une d'elles, qui me disait avoir reçu tout un bocal de piécettes au décès de sa grand-mère, preuve qu'elle amusait bien les gens et qu'elle était un bon petit enfant. Je continue sur le déroulé d'un enterrement. Pendant que la famille s'organise pour réunir des moyens, on charge les garçons de creuser la tombe. En attendant le corps, est placé au fond du trou un stipe de bananier. Donc un stipe de bananier, c'est en fait l'équivalent du tronc, mais botaniquement parlant, un bananier, c'est pas un arbre, c'est une herbe. Donc on dit un stipe. Donc on place dans le trou, en attendant le corps, un stipe de bananier, parce que le trou ne doit jamais être vide. Quand quelqu'un retourne dans le trou pour le creuser, pour l'approfondir, il retire le stipe, il recreuse. Dès qu'il part pour aller boire un coup, ils remettent le stipe. Donc, auparavant enterrés en forêt, ils sont aujourd'hui souvent enterrés au village, sur le terrain familial, de sorte qu'on puisse avoir l'œil dessus. Il y a eu trop, en fait, d'histoires de tombes, de pillage de tombes, pour récupérer les ossements, faire des fétiches, les râper dans des préparations et obtenir des pouvoirs spirituels grâce à la puissance du mort. Et donc, enterrés près des maisons, comme vous l'avez vu là sur la photo, donc c'était la tombe et à droite, vous voyez la cuisine de la maison. Donc, enterrer près des maisons serait une habitude de la population Fan que les autres populations auraient adoptée à cause de ces profanations. Donc les adultes sont enterrés dans des cercueils. En fonction des moyens de la famille, c'est un cercueil fait maison, en contreplaqué ou bien commandé à la morgue. Voilà. Donc pour rendre plus difficile encore toute profanation, un caveau est parfois monté, pareil, en fonction des moyens de la famille, et une chape de béton est coulée par-dessus. Les enfants, eux, n'en ont pas besoin parce qu'ils sont encore purs. Donc, pas besoin de cercueil. Ils sont enterrés à même le sol sur un lit de feuilles. Les feuilles dont on parlait la semaine dernière, importées du Brésil par les Portugais, Piper umbelatum. Les enterrements se déroulant sur tout le week-end, la sortie de corps est prévue le vendredi. En gros, ça fait vendredi sortie de corps, samedi enterrement, dimanche conseil de famille. Le défunt est ainsi exposé chez lui, dans son cercueil ouvert. La famille proche est à ses côtés. Pour l'occasion, les fenêtres et entres de portes de la maison sont barrées de rideaux, de draps blancs. Il y a des pleurs, on fait les derniers au revoir. Le samedi matin, l'enterrement proprement dit a lieu. En fonction des populations, chez les Michogo par exemple, les femmes ne sont pas autorisées à accompagner le cercueil au cimetière, mais c'est autorisé par exemple chez les Pounou pour la famille proche. Donc, si elles ne sont pas autorisées à aller au cimetière... Chez les Pounou. C'est un autre groupe? Oui. Qui est voisin? Maintenant, ils sont mélangés. Ils sont mélangés. Oui. Donc, chez les Michogo, ça ne se fait pas. Les femmes restent à la maison le temps que les hommes soulèvent le cercueil et fassent leurs choses. Comme ils disent. Voilà. Donc, 6 hommes soulèvent le cercueil, s'en vont solennellement au cimetière, déposent le corps, rebouchent. Moi, je n'y étais pas autorisée. Donc, je ne sais pas ce qui s'y est passé. Pendant ce temps, les rideaux sont enlevés. Les rideaux qui cachaient portes et fenêtres. Alors, une fois revenus, là, vous avez un joli extrait de mon carnet de terrain.
Donc, ceux qui reviennent du cimetière ne se replacent pas avec les autres. Donc là, vous avez ceux qui reviennent du cimetière, là, vous avez la maison des veuves. Ici, les veuves qui sont assises, une tonnelle qui a été installée pour l'occasion avec les villageois qui sont... Les veuves ont le droit de voir la cérémonie, par contre. Elles ne se déplacent pas, elles restent là. Ils vont avec le corps, les veuves restent là. Là, c'est le retour à la maison. C'est le retour à la maison des personnes qui reviennent du cimetière. Donc elles n'étaient pas assises avant. Si, elles étaient là. Ah oui, elles étaient là. Oui. Ça ne bouge pas. Elles ne bougent pas, elles sont veuves. D'accord. Donc ceux revenant du cimetière reviennent dans la cour, mais ne se mélangent pas aux autres. Un représentant du lignage maternel du défunt prend la parole et fait un discours. L'assistance répond en chœur à quelques mots-clés. On parlait la semaine dernière de la fonction cognitive du langage. Là, il signifie, en répondant en chœur à certains mots clés, que nous sommes attentifs, on est là, oui, on t'a entendu. Ça, c'est fatigue aussi. Oui, Et aussi. phonatif et fatigue, les fonctions. Donc, cette même personne qui a pris la parole va déposer au pied des veuves argent et pagne. Donc, des pièces de tissu de 4 mètres de long. Voilà. Puis, alors, nouvelle slide. Pardon. Donc, ces objets ont été préparés pour le retour des personnes du cimetière. Vous avez donc une feuille de bananier sur laquelle ont été déposés des cailloux, des cendres, un seau avec un chasse-mouche en foliole de palme qui a été tressé. Et donc ça, c'est chez les Pounou. Chez les Michogo, vous aurez d'autres objets, par exemple. Donc après la représentante du lignage maternel du défunt, vous aurez un représentant paternel qui va faire la même chose. Déposer de l'argent au pied des veuves, des pièces de tissu. Et ensuite, ils vont tremper le chasse-mouche dans l'eau et asperger ceux qui reviennent du cimetière avec. C'est un nombrement. Mais je ne sais pas si l'eau a été j'imagine, mais je ne sais pas si l'eau a été consacrée avant. Mais peu importe, c'est le geste. Oui. Un nombrement, d'accord. Ouais. L'assistance qui a été touchée par l'eau s'étire les membres, les pieds, les bras. Voilà. Donc le représentant du lignage paternel fait de même. Tous viennent ensuite se laver les mains directement dans le seau, se mettent un point de cendre sur le front, prennent un caillou pour le jeter sur la toiture, de face ou de dos. Là où était le corps du défunt dans le salon, on dépose quelques bois du feu de la cuisine qui vient enfumer la pièce. Là encore, il y a des différences à noter selon les populations entre une petite fumée symbolique ou une réelle fumigation de toutes les pièces de la maison. C'est irrespirable, il faut absolument sortir. Puis, donc, ces personnes qui reviennent du cimetière rentrent dans la maison, font le tour des bois là où était placé le corps et ressortent. Le lendemain, en petit comité, aura lieu le conseil de famille où les membres des lignages paternels et maternels du défunt décideront de la durée du deuil à porter, de qui aura la charge des enfants du défunt s'ils sont trop jeunes, de si on garde ou on vire la deuxième femme qui n'était pas officiellement mariée. Il y a pas mal de conflits et de scandales qui éclatent, hein, faut pas se cacher. Donc après l'enterrement vient une période de 3 à 6 mois dite de deuil, de veuvage. Les personnes endeuillées sont soumises à une liste d'interdits. Elles n'ont plus le droit de se couper les cheveux, de se couper les ongles, de dormir seules dans la maison. Dans ce cas-là, il y a des gens du village qui viennent pour habiter avec elles, que ce soit une amie proche, donc qui sont considérées comme des sœurs, ou un membre de la famille biologique. Quand ils se déplacent, les veufs doivent porter un pagne de deuil, c'est-à-dire une tenue taillée et cousue dans une pièce de tissu qui sera la même pour tous les endeuillés du défunt. Donc vous reconnaîtrez, ça c'est le pagne de deuil de telle personne, donc c'est un parent de tel autre qui portait le même pagne. Voilà. Les maîtres de rituels qui sont en deuil, quant à eux, n'ont pas le droit de conduire des cérémonies. Donc, alors que c'est leur gagne-pain, ils ne pourront pas conduire des cérémonies pendant 3 à 6 mois. Donc ils pourront assister, prêter main forte, mais ne seront pas en charge, ne pourront pas conduire les séquences d'invocation, ni danser. Viennent ensuite les cérémonies dites de retrait de deuil. C'est là qu'interviennent des parentés à plaisanterie. Afin de pouvoir enlever leur tenue de deuil,
Les endeuillés organisent des cérémonies afin d'honorer leur mort et afin qu'ils puissent définitivement partir. Il deviendra un ancêtre, ne sera plus dans un entre-deux-mondes et surtout, il ne pourra pas se fâcher et embêter les vivants puisqu'ils auront tout fait comme il faut. Alors, sont prévus des dilarous, donc ce que Marc-Emmanuel avait présenté la semaine dernière, des assiettes des génies, encore du piper ambellatum, sur lesquels on pose différents aliments, des bonbons, des bananes, douces ou plantains, du poulet, du poisson, on fait des libations. C'est quoi les tubes blancs? Des bougies. Forcément, il y a toujours une bougie placée. Oui, oui. Toujours une bougie. Oui, toujours une bougie placée là où on va poser le dilarou. Donc pour les honorer, là j'ai un petit zoom sur le dilarou en question. Optionnellement, un ifoulou. Donc un ifoulou, c'est une fumigation de corps. Je vous mets à nouveau. Donc le dilarou, on le pose sur les tombes ou bien aux abords des rivières, ça dépend. Donc le ifoulou, fumigation de corps, vous voyez ici que pendant que les deux là préparent les assiettes des génies, l'endeuillé qui est derrière est assis sur un tabouret et entre ses jambes il y a un seau en métal dans lequel brûlent des écorces recouvertes de feuilles séchées. On a mis au-dessus d'elle des pièces de tissu et elle y reste pendant 15-20 minutes, mais c'est une très forte fumée. Oui. Elle essaye d'esquiver ça. C'est difficile. C'est un effet, comment dirais-je, comme hallucinogène? Non. Pour chasser les mauvaises. C'est vraiment pour chasser. Parce qu'en fait, on considère que les... Autre paillique, là. C'est pour faire fuir les démons? Oui. Oui. Parce qu'en fait, on considère que ça colle au corps des gens. Les moustiques aussi, oui. Voilà. Et donc, après ça, ce qu'on appelle un moussousou, qui est un bain purificateur. Donc là, ici, vous avez une maître de rituel qui parle. Donc, il y a le seau de feuilles et d'écorces macérées ici, qui attend. Là, elle présente à la rivière, elle l'appelle par son nom, elle prévient pourquoi on est venu, le but de la venue, en s'adressant directement à la rivière, à son génie. Là, elle a dans les mains du parfum qu'elle verse. Ici, en fait, là, vous ne le voyez pas sur les photos, mais ici, c'est ici qu'ont été posées les assiettes des génies. Là, aux abords... Des deux côtés? Des deux, on en avait 5, 6. Des deux côtés de la berge? Oui, des deux côtés de la berge. Derrière, la rivière a été... En tout, il y en a combien? C'est pas un chiffre qui revient. La rivière a été barrée par une longue pièce de tissu. Ouais. Donc, et la décoction, est-ce qu'elle est acide? Vous savez pas? En fait, je ne pense pas que les écorces et feuilles ont été mises dedans il y a assez longtemps pour que... Oui, ça doit se faire. Donc ça, c'est un autre moussousou pour un autre retrait de deuil fait par la Société initiatique des Elombo. Donc ici, vous retrouvez la corne. C'est une société mixte aussi? Oui, celles-là sont mixtes. Mais c'est un peu mal vu pour les hommes parce que c'est considéré comme féminin, accusé d'homosexualité. On a vu ça. Oui. Enfin, faut pas oublier que le Gabon a dépénalisé l'homosexualité en 2020. Donc cette corne qui est aussi typique des sociétés de possession. Il y en a. Quelle est la part de parenté à plaisanterie par rapport à cette ces vannes un peu blessantes, un peu humiliantes? Ça n'a pas de rapport? Moi, j'ai jamais entendu de parents à plaisanterie blaguer sur l'homosexualité de quelqu'un. Non. Voilà, donc les moussousous, les bains purificateurs, et puis en fonction de ce à quoi a été initié le défunt, de son orientation religieuse finale et de ses souhaits avant la mort, seront conduites des cérémonies dites de retrait de deuil adaptées. Elles peuvent être cumulatives en fonction des moyens de la famille. En gros, il était initié au bouti, on fait donc un bouti de retrait de deuil et de lavage, purification des objets rituels salis suite au décès. Elle était initiée au Niambé, on attrapera donc des filles pour les initier, de 1 en son honneur, de 2 sous sa tutelle. Initiale Elombo, veillée Elombo. Elle s'était convertie au catholicisme et s'était fait le baptiser, on fera aussi une messe à l'église.
etc., etc. Il peut aussi y avoir un bal poussière, c'est-à-dire ce qu'ils appellent un bal poussière, c'est-à-dire un repas collectif, un pot avec sono, piste de danse dans la cour de la maison. Toute cérémonie se termine de toute façon par un repas collectif. Alors moi, parmi cet éventail de cérémonies possibles pour un retrait de deuil, je vais vous en présenter une, le Niembé. Parce que des parents à plaisanterie ont aussi un rôle à y jouer. Alors, le Niembé, qu'est-ce que c'est? Le Niembé, c'est une initiation de filles, pas forcément jeunes en âge, mais de personnes de sexe féminin qui n'ont pas encore obtenu le statut de femme par l'initiation. Il y a aujourd'hui des femmes d'une 60aine d'années qui ne sont pas initiées au Niembé. L'initiation consiste en brimade pendant 2 à 3 semaines de nos jours, où les postulantes, appelées Basindi, vivent à part du village dans un endroit en forêt d'où elles ne sortent que pour danser et faire le tour des villages, en échange de quoi elles recevront quelques piécettes pour manger. Elles y suivent une formation à la vie de femme responsable, de gestionnaire de foyer. On met aussi au pas les caractères récalcitrants. Comme on initie les enfants du village, en fait, on connaît les caractères à mater et ça y va. Privation de nourriture, privation de sommeil, interdiction de se laver. Les filles ne sont vêtues que d'une jupe de feuilles de bananier plantain. Donc en fait, ici, vous avez, il y en a une. Donc ici, elle est là. C'est la photo que j'ai présentée dans la première partie de mon diapo. Et en fait, les femmes qui l'accompagnent, peu importe leur âge, sont des femmes initiées. Donc elles n'ont pas déjà initiées. Okay. Donc vous pouvez avoir une fille de 5 ans qui est déjà passée. Et quand il y aura la prochaine génération de postulantes, la petite de 5 ans va aller les brimer. En disant, mais moi je suis ta grande, tu ne me regardes pas, je suis machin. Et il y a des gens qui le disent, mais moi, quand ma petite sœur est arrivée et qu'elle a voulu me talocher, je l'ai attrapé la main et puis je lui en ai foutu une derrière. Mais t'as toutes les autres femmes derrière qui disent, attends, mais elle, tu lui dois le respect. Donc, voilà, c'est... donc ces jupes de feuilles de bananier, précision, elles sont grasses, donc elles sont glacées en fait. Mais en plus on les initie pendant la saison sèche, donc il fait terriblement froid. Même s'il fait 25. Mais il veut dire que la température gel c'est 33. Voilà. Et quand ça tombe à 25 à la fin de la saison, début de saison sèche, tout le monde attrape des grippes. C'est ça. C'est ça. Donc ces feuilles de bananier aussi, on les laisse pourrir sur elles tout le long de l'initiation. Donc ça dégage une odeur spécifique qui est aussi, de 1, une brimade, de 2, symboliquement pertinente. Cette jupe leur sert également de natte, de matelas sur lesquels dormir et avec lesquels elles se rhabillent le matin. On les fait parfois aller seins nus ou en brassière par pudeur, ça dépend, c'est une brimade de plus. On leur fait courir un marathon pieds nus sur la route. Tout initié qui les voit peut se joindre au cortège et participer à la brimade. Les Basindi s'assoient au sol, sur la terre battue, ils dorment, n'ont le droit de croiser le regard de personne sous peine de se faire frapper. Parmi les épreuves, pêcher des crabes à main nue, elles sont fouettées par des plantes urticantes, bref, les brimades. Pendant ce temps, on les forme à gérer une maisonnée, à s'organiser pour les corvées, on les éduque à la sexualité. On leur donne des conseils pour la bonne entente dans le couple. Il faut rappeler que là-bas, la violence conjugale, c'est un fait. Dans la hiérarchie, elles sont des dépendantes. Donc, vous couplez ça au rapport aîné-cadet, au rapport de lignage, parce qu'il y a aussi des hiérarchies dans les lignages. Donc, c'est cumulatif. Donc, on en fait des femmes mentent. Violence domestique liée à l'alcool ou pas? Ça peut. Mais pas systématique? Non. D'accord. Il y a des classes d'âge? Non, aussi, plus, non? Pas vraiment, non, c'est plus le statut initié, non initié. Donc, on en fait des femmes mentalement fortes, capables d'un contre-pouvoir aux hommes aussi. Je dis ça, donc un contre-pouvoir physique, mais aussi métaphysique, puisque, en fait, grâce à l'initiation, elle passe sous la tutelle, sous la protection d'un génie qui est très puissant, mais aussi très craint. Donc, ce génie s'appelle Niembé, d'où le nom de la société qui est liée. C'est en soi, comme ce qui a été présenté la semaine dernière, l'équivalent du génie Mouiri des hommes. Et là, c'est un génie hermaphrodite, féminin ou masculin ou comment? C'est un secret. Ah, pardon. Non mais... Vous n'avez pas le droit de dire. Non.
Donc c'est en soi comme le génie Mwiri des hommes, le diable, qui attrape les coupables. On dit seulement que celui qui a volé soit attrapé par le Mwiri et il se retrouve malade ou frappé de malchance. Néanmoins, le génie du Niembé semble plus expéditif, plus impitoyable. Il est craint, mais c'est terrible. C'est bien souvent la mort qui frappe de façon foudroyante. Mort dans la semaine, selon mes informateurs, AVC, chute d'arbre, morsure de serpent, il est impitoyable. Alors que le Mwiri attrape de façon plus graduelle. C'est une malchance qui dure dans le temps. En fait, on se dit, mais tiens, c'est bizarre, on va consulter, le devin guérisseur vous dira, mais tu es attrapé par le diable. Donc le Niembé, c'est expéditif. D'ailleurs, les initiés hommes sont souvent sollicités pour enlever le Mwiri à quelqu'un qui a été attrapé par lui, par le biais d'une confession et d'une amende forfaitaire au génie. Mais, le disent mes informateurs, on ne sait pas comment ôter le Niembé à quelqu'un. Enfin, quelques-unes, rares, 2 ou 3 peut-être, doivent connaître, mais les femmes sont rancunières, elles te laissent avec ta malchance et la vie fait le reste. Fin de la citation. Ça me fait penser à un jour où il y avait un vol d'argent dans la maison de la mère initiatrice du Niembé. Alors, ni une ni deux, elle a pris le tambour du Niembé, celui-là, le petit tambour du Niembé, très spécifique, un tambour à 3 pieds, rouge, qu'on ne tape pas avec les mains, mais avec une baguette. Donc, elle a sorti son petit tambour, elle l'a posé devant elle dans la cour, et elle a dit, si je ne retrouve pas mon argent, je donne le tam-tam. Et dans les 20 minutes, l'argent s'est miraculeusement retrouvé sur son lit. Donc, parce que le coupable craignait d'être attrapé par le Niembé. Il existe un moyen d'échapper aux brimades de l'initiation Niembé, ou d'au moins les atténuer, c'est être enfant jumelle. Comme à l'initiation Mwiri chez les hommes, il est interdit de frapper un jumeau, sous peine de voir se fâcher le génie. De toute façon, frapper un jumeau au Gabon, c'est se condamner à mort. Combien de fois ai-je entendu ? Si tu frappes un jumeau, tu vas maigrir jusqu'à mourir. Ils sont à la fois respectés et craints pour le fort pouvoir qui leur est alloué. J'ai déjà eu vent d'enfants jumeaux dont les pouvoirs étaient si puissants qu'il a fallu les leur confisquer lors de rituels spécifiques, car ingérables. Être jumelle ne signifie pas passer à l'as de l'initiation, mais elle épargne au moins la brimade physique. Le dernier jour de l'initiation Niembé, la dernière étape pour sortir de l'initiation, c'est pour les Basindi, donc les postulantes, c'est pour les Basindi une cérémonie spécifique. Après cela, elles seront lavées, vêtues de beaux tissus, maquillées et pourront alors exhiber fièrement leur nouveau statut d'initié. C'est une nuit entière à danser, à chanter, en honneur de la défunte pour laquelle on a organisé cette initiation. La danse du Niembé est spécifique, reconnaissable. Les tambours ne se jouent pas au même rythme que pour les cérémonies d'autres rites. C'est beaucoup plus rapide pour danser, il faut tenir la cadence. Les Basindi sont vêtus de leurs jupes de feuilles de bananier et leurs encadrantes d'une pièce de tissu par-dessus leurs vêtements. Comme vous le pouvez voir, au fond, la jupe de feuilles de bananier, et les autres qui sont déjà initiées, elles ont simplement leurs vêtements et elles ont enroulé autour de leur taille le pagne d'initiation. Un pagne, pardon, classique. Voilà. Donc, ces initiés accompagneront les Basindi à la danse toute la nuit, pour ensuite, au lever du jour, les emmener en brousse pour les laver. Les seuls hommes présents sont assis, spectateurs, ou bien sont les musiciens. Ce sont majoritairement les hommes qui jouent des tambours, par exemple. Voilà. Voici. Donc, en gros, la disposition, c'est eux sont sur la gauche et sur la droite, vous avez les femmes qui sont en arc de cercle. Ils n'ont jamais leur mot à dire. C'est pas leurs affaires. C'est pas leurs affaires. Donc, vous avez les femmes qui sont de ce côté et les hommes qui sont derrière le flambeau là, que vous voyez. Vous voyez ? Quelle orientation ils sont à l'est, l'ouest, nord, sud ? C'est pas pertinent. Pas pertinent. Non, c'est pas pertinent. J'en ai vu 2. Donc, ok. Donc, j'avance, excusez-moi. Voilà.
Donc maintenant, parmi les femmes, ça c'est la nuit, hein, donc c'est du tomber de la nuit, toute la nuit, et ça termine à l'aube. Donc maintenant, parmi les femmes encadrantes, certaines sont vêtues différemment. Donc comme vous voyez celle-ci, elle a des feuilles de bananier aux hanches et aussi sur la tête. Bananier séché. Hein. Donc une feuille de bananier séchée en couronne sur la tête. Il y en a aussi qui agissent différemment. La ronde des danseurs terminés, ce sont elles qui avancent vers les tambours, qui sont sur la gauche ici. Ce sont elles qui avancent vers les tambours pour donner le signal d'arrêt dont je parlais tout à l'heure. Le pas de danse est touloum, 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 et un lancer de pieds vers eux, et ils arrêtent de jouer les tambours. Donc parmi cette cinquantaine de femmes, il y a que celle-là qui porte cette tenue spécifique. Il y en a une autre qui porte la même tenue et qui fait le même travail. Et un homme, un seul. Donc à mes questions de pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi, on me répondait toujours parce que je suis le coco. Et rien que dans cette petite phrase, il y a toutes les réponses en fait. Parce que ces personnes sont le coco du défunt et malgré toute la différence d'âge qu'il peut y avoir avec le défunt. Et coco, c'est être le grand-parent. Donc le grand-parent lignagé, classificatoire. Voici. Donc ici vous avez la fille dont je parle qui a un rôle spécifique. Et le garçon, le seul garçon qui a dansé à cette cérémonie, qui est aussi un petit-fils. Voici. Je vous mets. Enfin, j'aurais pu vous montrer les vidéos, mais ça passe pas sur Bibi, c'est dommage. Une prochaine fois, vous allez oui. faire une conférence. Donc, elle est ici et le garçon est là. Et la troisième, ici, vous voyez que en fait, elle est très contente, elle a un gros sourire. C'est que alors qu'elle quittait la piste, il y a la grand-mère qui la retient parce qu'elle n'avait pas vu qu'on allait lui déposer de l'argent pour son gros travail et pour l'honorer. Donc, pour vous expliquer pourquoi grands-parents, petits-enfants, c'est pertinent dans les relations en plaisanterie, je vais vous mettre un arbre de parenté, accrochez-vous. J'ai essayé de rendre ça pédagogue. Donc, voici un arbre généalogique réel avec les lignages en couleur transmis par les mères. C'est l'arbre d'une femme du groupe Michogo, matrilinéaire. Vous voyez que cette femme avait un grand-père paternel. Donc, c'est l'arbre de cette femme. Excusez-moi, le scan n'a pas bien rendu. Donc, cette femme avait un grand-père paternel. Donc, ici le père, ici le grand-père paternel, colorié en rouge, du lignage Poreo. Elle s'est donc mariée avec quelqu'un du lignage Poreo. Elle n'a pas le droit. Elle a le droit. C'est le mariage préférentiel. Ah, ça c'est le mariage préférentiel. Oui. Pourquoi donc? Parce qu'au Gabon, lors d'un mariage, la femme va vivre dans la famille de son mari. C'est donc une perte pour sa famille à elle. Donc voici un mariage coutumier. Vous voyez ici à droite les parents de la mariée, à gauche les parents du mari. Elle porte d'abord, donc une femme a 2 robes de mariée. Tout d'abord celle qui est aux couleurs de sa famille. Et quand la compensation matrimoniale aura été donnée, elle changera de robe et portera une robe de la couleur de sa belle famille, pour bien symboliser le changement de famille. Donc ici, vous voyez les couleurs. Ils ont choisi un pagne. Là, c'était jaune. Ici, c'est des pounous. Ils sont aussi matrilinéaires. Donc ici est posée par la belle famille la compensation matrimoniale. Et voilà. Donc, je vous ai fait l'arbre de parenté au propre. Donc, on est en présence d'une parenté dite à bifurcation. Excusez-moi pour les gros mots. Donc, en fait, en rond, vous avez les femmes, les triangles, ce sont les hommes. Donc, vous avez ici mère et sœur de mère, qui est aussi appelée mère en langue. Ça, c'est les termes de vocabulaire, c'est de la traduction littérale du Quechua. Donc, mère, sœur de mère sont mères. Une distinction est faite pour frère de mère. De l'autre côté,
père et frère de père sont appelés de la même manière, mais la sœur de père est différenciée. On se souvient, ils sont matrilinéaires. Donc, le lignage est transmis par la mère. On est en présence d'un système de parenté à bifurcation. Donc, dans les alliances, on a une alliance préférentielle avec le lignage du grand-père paternel, car, je cite, une femme donnée en mariage. Moi j'ai ajouté une femme donnée en mariage à la génération 0, c'est une femme retrouvée 2 générations après. Okay. Donc ici, on a le lignage gris. Le lignage gris a acquis une femme il y a 2 générations. Ils sont donc en surnombre. Ils devront donc perdre une femme, rendre une femme 2 générations plus tard. Donc ici, 2 générations plus tard, Ego se mariera avec quelqu'un du lignage gris. Ses enfants à lui, les enfants Ego est carré, donc c'est pas sexe indéterminé, mais ses enfants à lui se marieront avec quelqu'un du lignage de son grand-père paternel. Donc vous remontez ici le père, ici le grand-père paternel, il se mariera avec quelqu'un du lignage vert. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc si je reprends mon arbre généalogique, cette femme, Motoka, blaguera avec le lignage du grand-père paternel, c'est-à-dire tous les Osembe. Elle blaguera avec tous. Les marrons? C'était orange, mais... Donc elle blaguera avec tous les oranges, peu importe leur sexe. Donc on retient qu'on se marie préférentiellement avec son grand-père paternel classificatoire. C'est une règle, retenez ça. Et donc c'est de là que viennent les relations en plaisanterie, de cette dette de femme, dette de compensation matrimoniale, sans cesse rappelée, à rembourser, si je puis dire, de générations matrimoniale que beaucoup de gens pour l'Afrique appellent dot. Oui, mais en français du Gabon aussi, ils appellent ça dot. Oui, mais oui, c'est j'entends. Le prix de la fiancée et peut-être la compensation matrimoniale. C'est ça, j'entends tout à fait. Donc, dot n'existe pas. Voilà, donc de cette dette de femme, dette de compensation matrimoniale, sans cesse rappelée, à rembourser, si je puis dire, 2 générations après. Et c'est tous les jours. Quand on se présente officiellement, c'est nom de ma mère, nom de mon père, lignage. Mes pères, c'est tel lignage. Mes grands-pères, c'est tel lignage. Et en fait, la personne va répondre, mais moi je suis de tel lignage, donc tu es ma femme, ou mon grand-père, ou mon oncle, ou... Voilà. Et chaque jour, ils ne manqueront pas de se saluer en criant « Mon père !» classificatoire. « Mais comment ça va ? Mon mari !» Et chaque jour, il y aura des échanges humoristiques. Par exemple, tout bête, « Ah, mais je suis venue chez toi en cachette cette nuit, mais t'avais oublié de laisser ta fenêtre ouverte. J'allais faire comment pour rentrer en catimini chez toi ?» Et puis t'as la femme qui explose de rire et qui dit « Ah, mon mari, pardon, excuse-moi, j'ai oublié. » C'est vraiment drôle, quoi. Ou alors une vieille grand-mère qui va sortir à un genou de 20 ans « Ah, mais j'ai fini de me laver, t'es pas venu me frotter le dos. » C'est vraiment un store de rire, quoi. Et ils blaguent, ils font de fausses disputes de couple. « Ah, mais ma chérie Coco, s'il te plaît, cuisine-moi ça ce soir. » Et l'autre va répondre « Mais attends, tu m'appelles comme ça, mais je sais que t'étais avec tes amantes cette nuit, moi j'ai dormi toute seule. » Alors ils n'ont pas une relation de couple, c'est juste la blague, c'est vraiment drôle. Donc, dans le village où j'étais, chacun savait me dire à quel lignage appartenait une personne, fût-elle d'un autre groupe ethno-linguistique. Les Michogo vont savoir dire que chez les Pounous, tel lignage, chez nous, c'est ça. Donc, chaque lignage ayant non seulement son ancêtre mythique commun, mais un référent lignagé qui fait que si les noms de lignage se perdent en traduction, on sait dire que moi, je suis tel lignage. Mon interdit, c'est le perroquet. Ah! Je ne connais pas ton lignage, mais si ton interdit c'est le perroquet, ça veut dire que chez moi, c'est tel lignage. Donc, tu es mon grand-père, ou tu es mon oncle. Ou il y a d'autres représentants lignagés. Donc, je viens de citer le perroquet, il y a la noix de panne, il y a la banane douce. Et tout ça, en fait, c'est expliqué dans les mythes d'origine. Ah, c'est nous qui avons ramené la banane douce. C'est nous, telle personne a été sauvée par un perroquet en brousse une fois. Banane douce qui vient d'ailleurs pas d'Afrique. Voilà. Voilà, donc la parenté à plaisanterie va même plus loin
avec les dina. Donc, c'est le fait de donner à son enfant le nom d'un tierce, décédé ou non. Tu portes le nom de ma mère, tu es donc comme ma mère. Je porte le nom de ta grande sœur alors que tu as 70 ans et moi j'en ai 15. Il n'y a pas de problème, je suis ta grande sœur. Et il y avait une petite comme ça qui blaguait, une vieille grand-mère. Elle portait le nom de la sœur de la grand-mère. Et elle disait, mais moi j'ai souffert quand on était enfant, c'est moi qui cuisinais tous les jours pour toi pendant que les parents étaient en brousse, et t'as vu le remerciement aujourd'hui, t'es vraiment une ingrate. Dans une société où le rapport aîné-cadet est tel que c'est impossible autrement de parler de cette manière à un vieux, quoi. Et quand c'est entre deux hommes du même âge, souvent, ils s'insultent, ils en viennent même aux mains, et puis ils se relèvent, ils se serrent les coudes, ils se donnent. Donc, pour en revenir au thème des funérailles et des rites de passage, on a les mêmes personnes qui ont des rôles spécifiques dans chacun des événements, enterrement, initiation en Nyembe, qui détendent l'atmosphère aux funérailles, qui sont des personnes, qui sont des hommes autorisés à danser parmi les femmes au Nyembe, qui sont des femmes qui contrôlent le rythme des cérémonies, en arrêtant les tambours à la fin de chaque chant. Et à s'y pencher de plus près, on se rend compte, mais c'est bizarre, c'est toujours les mêmes. Et à mener cette petite enquête, on comprend, ce sont les grands-parents classificatoires, la parenté à plaisanterie. Mais pourquoi ? Parce que les mariages, parce que la virilocalité, parce que la dette. Tout est allié. Et c'est dans ces petits actes, dans ce petit signe de pied aux musiciens qu'on a ce concentré de parenté, de règles de mariage, de liens aux funérailles, de liens au défunt en lui-même. Donc le soleil se lève, les bassines quittent la place, sont emmenés en brousse pour être nettoyés et habillés. Les parents du défunt sortent également du veuvage avec un bain purificateur. Tous portent maintenant des vêtements d'un tissu identique. Ils ont troqué leur pagne de deuil pour leur pagne de sortie. Fin de l'initiation, fin des cérémonies funéraires. Entre soi, on redistribue les vêtements et autres propriétés du défunt. La parenté à plaisanterie a beaucoup été étudiée au Burkina Faso, au Sénégal, en Tanzanie. Elle est d'ailleurs souvent présentée comme faisant part d'une identité africaine, d'une idée de l'africanité. Pourtant, c'est une pratique bien plus commune qu'on ne le croit, aussi retrouvée et décrite en Amérique du Nord, par exemple, par Robert Lowy chez les Crocs, en Océanie, par Maurice Linhart, William Rivers, Margaret Mead. Alors à l'époque, structuralistes, fonctionnalistes, tous se penchent sur la question et se disent que voilà, ça doit avoir une fonction. Bingo, c'est un moyen de régulation et de gestion des conflits, ils disent. Dans une société hiérarchisée, verticale, il faut un moyen de s'exprimer cathartique. Radcliffe Brown en parle, Max Luckman, Mauss. Alors oui, il doit y avoir de ça, mais je pense que c'est d'abord un moyen de toujours se positionner par rapport à des lignages, à une communauté villageoise. De rappeler sans cesse des mariages contractés et ceux qu'il reste potentiellement à faire. Toujours savoir se situer dans les alliances potentielles. Parce qu'au Gabon, par exemple, on n'a pas, comme au Burkina, deux lignages fixes qui se blaguent. Au Gabon, à chaque génération, c'est changeant parce que la mère va blaguer avec ses propres grands-pères, mais son enfant, qui est pourtant du même lignage, va blaguer avec d'autres. Donc c'est sans cesse à rappeler, à repréciser à ses interlocuteurs. Donc c'est générationnel, individuel. C'est d'ailleurs une idée reprise récemment par des chercheurs du Sud qui reviennent sur les vieux écrits et qui argumentent ce sont d'abord des règles matrimoniales. Par extension, oui, un moyen d'éviter les conflits, mais d'abord, surtout des alliances. Surtout que de nos jours, les relations à plaisanterie changent, comme toutes les pratiques. Et en Afrique, en tout cas, dans les écrits, on s'aperçoit que les blagues entre parents à plaisanterie s'adoucissent. Là où aux enterrements, on a des écrits avec des blagues du genre aux funérailles, le gars il vient, il se pointe, il dit mais il a bien fait de crever, celui-là il nous emmerdait, il nous embêtera plus. Donc regardez-moi cette puanteur de mort. Donc ou même un homme qui va s'allonger dans le trou alors que le cercueil arrive et il veut pas se bouger tant qu'on lui a pas donné quelques pièces pour qu'il se bouge. Et bien aujourd'hui, on aurait des plaisanteries plus gentillettes qui tendraient vers des choses difficilement vexables. Peut-être. Et donc, qui tendraient vers des choses plus difficilement vexables. Et plusieurs fois, j'ai moi-même assisté à des scènes où un petit enfant, un adulte, mais un petit enfant classificatoire, a blagué trop durement avec son grand-parent, et on est venu le trouver de côté en lui disant de se calmer sur le niveau de blague, parce qu'il devait garder son respect. Il avait beau argumenter, mais c'est ma grand-mère. On lui disait non, mais calme-toi. Donc, ou alors on est venu me trouver en me disant mais attends, celui-là, il y va fort. Si j'étais moi, je lui aurais déjà foutu une trempe depuis longtemps. Donc vraiment,
des plaisanteries qui tendraient vers ne plus pouvoir être vexantes. C'est quoi ce qu'il y a derrière ça? Il y a l'influence Je ne sais pas. Donc, juste pour dire que si on devait garder l'hypothèse que la plaisanterie sert à gérer des conflits en pouvant dire tout et n'importe quoi sans que l'autre... j'ai envie de dire oui et non. Quoi. Par contre, pour le rappel des alliances passées et la cartographie sans cesse rappelée des mariages à potentiellement contractés, pourquoi pas? À cause de la modernisation. Oui, monsieur.